Salut à tous et bienvenue dans ce best-of de Social Blog sur i24 News, le magazine de la nouvelle génération du Moyen-Orient depuis l'expo Lama. Alors Lama, en hébreu, ça veut dire pourquoi tout simplement. Et cette expo répond à toutes les questions que posent les enfants à leurs parents. Donc une expo pour toute la famille. Et la famille sera au cœur de ce best-of avec le portrait d'une famille d'Israéliens qui, comme beaucoup, peinent à boucler les fins de mois. Et puis un post sur ces amoureux qui, pour fonder une famille et donc se marier, vont se marier du côté de Chypre. Mais avant cela, Social Blog vous ouvre les portes de la crèche Rainbow. C'est la première crèche en Israël directement gay-friendly. Elle accueille des enfants issus de couples hétérosexuels, mais aussi et surtout les enfants de couples homoparentaux. Voici le portrait de Sami Fluger, c'est son créateur, suivi d'un débat sur le futur de la famille homoparentale. Tel Aviv est autant connue par ses plages et son architecture que pour sa Gay Pride. Au fil des années, la ville est devenue synonyme de liberté et de fête pour les homosexuels d'Israël et du monde. Mais ces dernières années, c'est la légitimation de plus en plus fréquente des familles homoparentales qui conforte Tel Aviv comme un oasis pour les homosexuels du Moyen-Orient. Sami Fluger s'est installé à Tel Aviv il y a 3 ans. Originaire de Londres, il est venu élever son enfant avec son compagnon israélien. Et s'il est de plus en plus commun pour lui de croiser des familles homoparentales, il n'y avait pas les jardins d'enfants qui répondaient à ce créneau en plein essor. Il a donc décidé d'ouvrir une crèche gay-friendly tout près du Gan Meir, lieu symbole de la communauté gay de Tel Aviv. Nous avons des modèles de familles très divers. Nous avons des enfants issus de familles homoparentales et des familles plus traditionnelles. Certains ont 2 pères, certains ont 2 mères et certains enfants ont un père et une mère. Une des choses que vous remarquerez dans notre école, c'est que nous avons un mur de photos. Chaque famille a sa photo là-bas et vous verrez que les photos sont de différentes tailles, formes et types de familles. Et cela est clairement affiché sur les murs. L'idée est de donner de l'estime de soi aux enfants et de leur faire prendre conscience de leur identité. Parité homme-femme dans le personnel d'encadrement, livre qui met en avant des familles alternatives et sensibilisation à l'acceptation des différences. La crèche Rainbow a rencontré un succès chez les couples de même sexe ainsi que des personnes hétérosexuelles qui partagent la vision égalitaire de Fluger. Ils partagent notre approche, sinon ils ne mettraient pas leurs enfants ici. Pour certains d'entre eux, c'est le facteur déterminant. Pour d'autres, il est parmi d'autres qui fait de notre endroit un endroit où ils se sentent bien. Fluger considère que cette possibilité qu'ont les couples homosexuels d'élever des enfants marque un changement dans la société israélienne. Un changement qui, pour lui, mènera à une plus grande intégration. Dans la société israélienne et aussi dans la diaspora, mais surtout en Israël, les Juifs ont un profond esprit de famille. La famille est très très importante. Le fait d'être gay a reçu une sorte de nouvelle légitimation grâce à cette possibilité d'avoir des enfants, de fonder une famille. Et ces changements sont en train de faire de Tel Aviv un endroit rêvé pour les familles homoparentales. Progressivement, Tel Aviv passe d'une ville gay-friendly à une ville où les familles homoparentales se sentent bien. Je pense qu'à Tel Aviv, le concept d'homoparentalité est bien plus courant que dans un endroit comme Londres. Je ne vois pas ça à Londres. Je ne croise pas dans les rues de Londres d'autres familles comme la nôtre. Quand je vais à la plage gay du Hilton, je vois les mêmes personnes que je voyais il y a 10 ans, avec leurs enfants. Je sais pas, je veux dire, si des parents homosexuels souhaitent que leurs enfants grandissent avec des familles qui se ressemblent, en fait, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. Michael, qu'est-ce que vous pensez de cette crèche? Moi, je suis gay et je suis absolument contre ce genre de crèche. Je crois que le meilleur moyen d'intégrer les gays dans la société, c'est d'être comme tout le monde et pas créer une séparation. Est-ce que les gays doivent créer leur propre modèle de famille ou copier le modèle de famille qu'on dit traditionnel, hétérosexuel, tel qu'on connaît? Ou est-ce qu'il y a un challenge ici à réinventer un modèle de famille? Je pense que les homosexuels doivent faire ce qui est bon pour eux. Franchement, je crois que le vrai problème de la société en Israël ou ailleurs, c'est qu'on essaye d'imposer aux homosexuels quelque chose qui ne vient pas d'eux et qui n'est pas de leur choix.
C'est toujours le best-of de Social Blog depuis l'exposition Lama où parents et enfants apprennent des choses tout en s'amusant. Par exemple, derrière moi, on apprend pourquoi le fait de bailler est si communicatif. Alors fonder une famille, c'est ce à quoi aspirent beaucoup de parents israéliens ou libanais. Mais problème, pour ceux qui ne croient pas et veulent se marier sans aucune autorité religieuse, c'est tout simplement impossible. Direction Chypre pour le mariage civil. C'est ce que nous explique le poste de Marie Semelin, mise en image par Raphaël Cohen, suivi d'un débat sur la place de la religion dans la loi, un débat très animé entre Nadia Ellis et Jonathan Parianti. Chypre, son soleil, ses plages et ses mariages. Là-bas, le tourisme nuptial explose et ça n'est pas que pour le romantisme. L'île est probablement le seul endroit du monde où Israéliens et Libanais se retrouvent parce qu'ils veulent la même chose, se marier civilement. Elle s'est spécialisée dans les procédures accélérées pour unir les amoureux sans un rabbin, un imam ou un prêtre pour valider la chose. Au Moyen-Orient, le mariage civil n'existe pas et il faut donc avoir la même religion pour s'épouser. En Israël, beaucoup de citoyens venus surtout de l'ex-URSS ne sont pas juifs ou n'arrivent pas à prouver leur judéité. Résultat, le rabbin n'en veut pas. Quant au Liban, avec 18 communautés religieuses, un parlement découpé par croyances, bref, une société régie par la religion. Cupidon frappe parfois un sunnite et un chiite, un chrétien et un druze. Autrement dit, l'amour peut transcender les chapelles. Et là, c'est le drame, ou la conversion, ou l'avion. Mais pour certains, le mariage civil est devenu un combat politique et pas un choix par défaut. Comme pour Nidal Darwish et Rouloud Soukarié, premier couple libanais marié civilement dans leur pays, au prix d'une très longue procédure pour réussir à faire effacer leur religion de leur carte d'identité. L'année dernière, ils ont donné naissance à Gadi, premier libanais laïque de l'histoire du pays. Pour eux, leur société doit changer et à Beyrouth, les manifestations pour le mariage civil ont une tournure politique. Le mariage civil, pas la guerre civile. Alors Jonathan, est-ce que vous trouvez ça normal de laisser aux religieux, chrétiens, musulmans ou juifs, le pouvoir d'agir sur l'état civil des gens? En ce qui concerne Israël, puisque c'est de ce pays... Et on parle du Liban. Le Liban, je ne connais pas très bien ce pays, je ne connais pas son histoire. En tout cas, pour vous parler d'Israël. En Israël, effectivement, le mariage laïque n'existe pas. Comme vous l'avez dit, c'est quelques milliers de personnes qui sont obligés d'aller se marier à Chypre pour pouvoir se marier et pour avoir les mêmes droits civiques que tout le monde. J'aimerais juste souligner que le mariage dans la Torah, donc dans la religion juive, c'est le ciment, si vous voulez, de l'identité du peuple. Si demain, nous retirons le mariage religieux sous la roupa du pays... Oui. Nous courons à une incertitude totale pour nos enfants et pour nos petits-enfants, je ne vous parle pas pour nous, sur l'avenir du judaïsme en Israël et dans le monde. Alors, et les musulmans aussi? Les musulmans, oui. Peut-être. Les musulmans, finalement, c'est seulement 20% de la population, n'est-ce pas? On s'en fout du 20% de la population. Non, mais les musulmans peuvent se marier à la mosquée. Oui, mais c'est pas la question. Il faut quand même spécifier quelque chose. Le pays juif, Israël, l'État juif, c'est pas juif selon la halakha, c'est pas juif selon les lois de la Torah, c'est juif selon les lois, en fait, des nazis. On établit la judéité des gens qui peuvent avoir la nationalité israélienne par rapport, non pas à la loi de la Torah, mais justement aux critères des nazis pour pouvoir les sauver demain. Alors que le mariage soit religieux, ça n'a aucun sens, étant donné que la judéité des gens n'est pas établie par rapport à la religion. Eh bien, tu serais surpris, Nadia, si jamais on organisait un référendum sur la question du mariage en Israël, le nombre de gens qui seraient opposés à un mariage civil en Israël, parce que les gens savent très bien que le mariage sous la roupa, c'est ce qui garantit l'avenir juif du peuple. Il y a aussi justement la question musulmane et chrétienne. Alors on va en parler avec l'aspect libanais des choses, puisque le problème est exactement le même de l'autre côté de la frontière. Et nous avons avec nous Chérine Saad, vous êtes blogueuse et auteure, vous êtes née à Beyrouth et vous nous parlez depuis New York. Merci Chérine d'être avec nous. Vous qui connaissez bien le Liban, est-ce qu'on sent le poids de la religion dans la vie quotidienne des gens, donc par exemple dans le mariage, ou est-ce que cela va au-delà du simple fait religieux? Tout à fait, bonjour. Donc le poids de la religion est très présent au Liban, mais à mon avis c'est un poids qui est plutôt socio-politico-économique que réellement religieux et judiciaire également. Vous êtes toujours dans ce best-of de Social Blog consacré à la famille et nous allons aller du côté de la banlieue de Tel Aviv à la rencontre de la famille Eisenberg et de leurs deux enfants. Les parents travaillent tous les deux et pourtant ils vont devoir bientôt quitter leur appartement, la faute à un loyer qui augmente encore et encore. Ils sont le symbole de cette classe moyenne israélienne qui suffoque malgré la bonne santé de l'économie. Je vous laisse découvrir ce portrait suivi d'un débat très animé entre Roni Edry et Jérémy Brabet.
On va aller prendre un bain. Bienvenue chez les Eisenberg. Chen et Nourit sont tous les deux infirmiers et ils ont 2 petits jumeaux. Ce soir, le père de Nourit l'aide à mettre les enfants au lit, alors que Chen assure le service de nuit à l'hôpital Beth Levenstein. Dans une verte vallée entre vignes et champs se dresse une tour de 5 étages. Pour les membres de la famille Eisenberg, le conte israélien pour enfants, appartement à louer, est plus qu'une histoire, c'est leur réalité. Alors les habitants de la tour ont écrit sur une pancarte « Appartement à louer ». En août, leur loyer sera augmenté par leur propriétaire. Impossible pour eux de suivre et ils iront chercher un autre appartement. Je ne comprends pas qu'avoir son propre appartement soit une telle exigence. C'est tellement basique, tout le monde voudrait se sentir en sécurité, sans risquer de se faire jeter à n'importe quel moment à cause de la hausse du prix du loyer. En été 2011, Nourit et Chen étaient encore étudiants infirmiers et venaient de se marier. Alors que certains auraient profité de leur voyage de noces, ils ont préféré rejoindre les contestations sociales du boulevard Rothschild. Nous avons participé aux événements de cet été, nous y étions, et je peux vous dire que nous croyons sincèrement que quelque chose allait changer. Je suis en pause là. Ok, alors au lieu de travailler le matin, tu travailles samedi soir. C'est mieux payé, on aura plus d'argent. Oui, je sais. Ok, je retourne travailler, je dois encore faire la distribution de médicaments aujourd'hui. Je ne pensais pas que ce serait si dur, qu'on tournerait en rond, qu'on devrait affronter ce genre de situation et se demander à quoi renoncer. On ne pensait pas que ce serait comme ça. Chen gagne 8500 shekels par mois, Nourit 6500. Le loyer coûte 4000, la crèche publique 2100. On ne part presque jamais en vacances. On n'a presque rien économisé. Transport, loyer, internet, portable, nourriture, vêtements pour les enfants, couches, mensualité du canapé acheté il y a très longtemps, dur de finir les fins de mois sans rentrer dans le rouge. J'envisage vraiment de partir pour l'Australie ou le Canada. Ça pourrait être très facile pour nous avec notre métier. C'est très dur pour moi d'un point de vue affectif. Je ne me vois pas vivre si loin de ma famille. Je suis très attachée à ce pays. Je ne pourrais pas le faire sans l'aide de mon père. Imaginons qu'ils décident de rester. Quel avenir les attend? Ils vont changer d'appartement tous les ans parce que leur propriétaire veut augmenter le loyer? On se prépare à aller au lit. Chen travaille encore à l'hôpital. Il rentrera tard dans la nuit. Entre les enfants et les longues heures de travail, ils devront aussi trouver le temps de chercher un nouvel appartement. Bonne nuit. C'est un phénomène qui est mondial. Malheureusement, ça me réjouit pas du tout, mais c'est un phénomène qui est mondial et qui ne touche pas qu'Israël. Visiblement, ça touche Israël plus fort. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Le fait que mais ça absolument se passe pas. Mais personne. Chez les autres aussi. Comment vous pouvez expliquer Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas dire c'est un problème qui est israélien. Alors peut-être que l'amplitude est-ce que est israélienne. c'est un problème israélien? C'est devenu, on est devenu un peu le phare, on va dire, parce qu'on est une tellement petite économie que ça se voit vraiment. Et par exemple, tes chiffres, c'est exactement ça. Tu vois qu'il y a un niveau de chômage qui est pas très élevé par rapport à la France, Grande-Bretagne, tout ça. Mais en fin de compte, ça veut dire que c'est pas qu'il n'y a pas de travail, c'est que les gens gagnent pas d'argent. C'est des salariés pauvres. Et le peu d'argent qu'ils gagnent. Moi, j'ai un autre chiffre à te donner. C'est par rapport à la France, par exemple. Hein. Tu travailles le double d'heures qu'en France, en moyenne. Tu travailles le double d'heures, tu gagnes un salaire qui est à peu près la moitié et tu payes pratiquement tout sur le double. Ton kilo de sucre. Mais bon, il y a un problème qui est particulier à l'économie israélienne, c'est les monopoles qui font que les prix sont très élevés. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que le problème de la paupérisation de la classe moyenne et des problèmes qui sont des problèmes macroéconomiques, enfin, on les retrouve aussi en Europe, on les retrouve en France, on les retrouve aussi de l'Europe. On est passé d'un pays socialiste à un pays ultra-capitaliste. Avec le même goût du travail, en fait. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment le choix. C'est-à-dire que dans les années 80, ce que je veux dire par là, c'est que dans les années 80, Israël était proche de la banqueroute, donc il fallait qu'il y ait une réaction. Est-ce que la réaction était adaptée
Oui ou non, ça c'est une autre question. Jérémy, mais c'est pas qu'on fait pas d'argent. Israël n'est pas au bord de la banqueroute. On se fait de l'argent, mais ça va dans les poches. Ou du gouvernement. Mais il y a une concurrence fiscale qui est mondiale. Je vais vous montrer une petite phrase qui peut peut-être vous éclairer. C'est une phrase d'un économiste qui dit: en Israël, une dizaine de familles détiennent le tiers de l'économie du pays. C'est Jacques Bendela, qui est économiste et professeur. Est-ce que le fond du problème et la base du problème, elle est là? C'est salaud, ils vendent. Et quand je dis salaud, je pèse mes mots. Ils vendent la même barre de chocolat. Ils la vendent plus cher en Israël. Elle est produite en Israël. Ils la vendent plus cher en Israël qu'aux États-Unis. Explique-moi un peu l'histoire. Est-ce que vous avez des solutions pour ça? Est-ce qu'il faut réguler? Est-ce que le gouvernement... Pour moi, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et qu'il soit un régulateur. C'est la fin de ce best-of de Social Blog depuis l'expo Lama sur le port de Yafo, une expo qui va se poursuivre tout l'été si vous êtes de passage à Tel Aviv. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Social Blog avec nos blogueurs. Et d'ici là, n'oubliez pas de rester curieux et surtout de rester connectés.